Salutations férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro A6 sur 9 qui s'intitule Tome 1, L'humanité déshumanisée, le contexte économico-financier, partie 3 sur 3, les banques et les taux d'intérêt. Le système bancaire canadien compte plusieurs banques à charte commerciale qui font le commerce de l'argent et de divers produits et services de nature financière. Toutes ces banques sont régies par la Banque du Canada et par le surintendant des institutions financières, un organisme du gouvernement fédéral canadien, qui les oblige, entre autres, à maintenir des réserves minimales de fonds propres en dépôt à la Banque du Canada en fonction des totaux octroyés en financement pour éviter que les banques prêtent la totalité de la monnaie déposée par les déposants ainsi que la totalité des liquidités propres aux banques et ainsi ne puissent rencontrer leurs obligations quand, par exemple, un client voudrait avoir accès à ses dépôts en retirant la totalité ou une partie de ceux-ci. La monnaie est créée par les banques centrales de chaque pays, des pièces comme les billets. Les banques centrales créent également de la monnaie dématérialisée ou monnaie électronique directement dans les systèmes informatiques par diverses opérations directes ou indirectes. Les banques commerciales ne créent pas de monnaie sous la forme de pièces ou de billets. Les fonds circulent dans l'économie par le système financier. Les fonds déposés par les agents économiques sont empruntés par d'autres qui s'en servent pour payer d'autres agents économiques qui les déposent à leur tour dans le système financier et ainsi de suite. Puisque ce sont les mêmes fonds qui sont sortis et revenus dans le système financier à plusieurs reprises, il y a ainsi création de monnaie électronique par les banques commerciales qui sont tenues de conserver en liquidité auprès de la Banque du Canada entre 10 et 12 % du total des financements consentis, d'où l'importante création de monnaie électronique par les banques commerciales. Question pour les super champions. À qui appartiennent la monnaie électronique créée via les financements octroyés par les banques commerciales? Les mauvaises réponses sont ni les emprunteurs et ni les déposants des banques commerciales. La bonne réponse sont les banques commerciales et les entités qui les contrôlent. Pensons-y, faire des affaires d'or avec les fonds des autres qui permettent de créer des fonds qui n'existaient pas jusqu'alors et donc n'appartiennent à personne et deviennent de facto la propriété des banques est le genre d'industrie dont raffolent les individus les plus avides sur Terre. Donc, devinez qui contrôle les banques? Eh oui, les piranhas de la finance, bien sûr. L'industrie financière recèle d'une foule d'occasions d'enrichissement et il ne faut pas se surprendre que les moins habiles, périodiquement, finissent par se faire prendre la main dans la sacoche. Les plus habiles, eux, font faire leur mauvais coup par l'entremise de l'entreprise qu'ils contrôlent. Dans le pire des cas, cela se règle généralement par le paiement d'une amende par l'entreprise. Et la belle vie continue pour les piranhas de la finance. Vous connaissez maintenant toute l'importance d'un rapport de force favorable qui fait toute la différence au monde. Les personnes qui contrôlent les banques l'ont visiblement extrêmement bien compris. Quelques exemples. Le commun des mortels qui demande pour emprunter des fonds, que ce soit auprès d'une institution financière ou de particuliers, devra payer des intérêts. Cependant, des piranhas de la finance empruntent des sommes colossales
en se faisant payer par les personnes qui leur fournissent des fonds via divers produits ou services bancaires, tels les comptes bancaires sans intérêt ou l'équivalent, mais avec des frais bancaires, bien sûr, les fonds de placement communs et les fonds négociés en bourse qui facturent un pourcentage généralement entre 1 et 3 du total du montant prêté ou investi, etc. Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse permettent même aux institutions financières qui gèrent ces fonds d'exercer une influence parfois considérable auprès de plusieurs entreprises cotées en bourse. Ces fonds détiennent souvent un nombre important d'actions et des droits de vote rattachés à la propriété détenue dans les dites entreprises à partir des fonds investis par leurs clients et pour lesquels ils sont grassement payés pour la gestion. La liste des produits financiers à rapport de force favorable à l'industrie financière est très longue. La période des papiers commerciaux adossés à divers actifs, créances de cartes de crédit, créances hypothécaires de toute provenance, prêts auto, etc. Familièrement appelée les PCAA, a été qualifiée de crise des subprimes par les médias de masse en 2007, si vous vous rappelez bien. Ces titres financiers ont été créés par de grandes banques et par des sociétés financières non bancaires. Ces papiers commerciaux ont été vendus rapidement à travers le monde entier grâce à une agence de notation du crédit qui a complaisamment attribué sa note de solvabilité la plus élevée aux dits placements, leur ouvrant toute grande la porte des gestionnaires de fonds de pension partout dans le monde. Des sources spécialisées font état que l'émission des papiers commerciaux par des grandes banques américaines aurait représenté jusqu'au quart des profits de celles-ci, tandis que les épargnants et investisseurs ayant acquis ces titres des dites banques américaines auraient subi des pertes planétaires estimées entre 400 et 500 milliards de dollars américains par de très nombreux investisseurs et épargnants à travers le monde. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui gère le bas de laine collectif des travailleurs québécois, avait acheté pour près de 13 milliards de dollars canadiens de PCAA non bancaires. Sa perte en capital a été près de 2 milliards de dollars canadiens, en plus de perdre tout rendement sur les 10 placements pendant 7 ans, pour un manque à gagner total estimé à plus de 3 milliards de dollars. Voilà un cas concret de transfert de richesse de travailleurs relativement modestes vers des individus d'une avidité très vorace et très certainement plus fortunés que leurs victimes. Un cas de Robin des Bois inversé. Ce type de Robin détrousse de pauvres travailleurs pour remplir les poches de piranhas de la finance. Je n'ai pas parlé d'un vol, mais d'un transfert, puisque, évidemment, personne n'a été condamné à la prison, comme si cela faisait naturellement partie des risques financiers de placement, pourtant cotés comme étant les plus sécuritaires. Nous avons vu que les banques commerciales et centrales créent la monnaie et perçoivent des intérêts sur cette création de monnaie à partir de rien. Les personnes qui contrôlent les dites banques s'efforcent d'obtenir un rapport de force qui leur est le plus favorable possible et tentent d'opérer sur une très grande échelle de grandeur. Ils utilisent l'effet de levier qui consiste à mettre le moins possible de son propre capital à risque dans une entreprise, que ce soit une banque ou un autre type d'entreprise, et à se servir du capital d'autrui au moindre coût, idéalement en se faisant rémunérer pour utiliser le capital d'autrui, pour accroître la vitesse à laquelle ils s'enrichissent. La détermination du taux d'escompte de la Banque du Canada est basée selon le taux d'intérêt des bons du Trésor pour 90 jours du gouvernement du Canada, qui sont vendus à l'enchère périodiquement et par diverses opérations sur les marchés financiers. La Banque centrale a un impact majeur sur la détermination des taux d'intérêt des banques à charte canadiennes et sur les taux de change de la devise nationale par rapport aux devises des autres pays de la planète. Le niveau des taux d'intérêt et du taux de change d'une devise et l'ampleur de la masse monétaire en circulation dans une économie nationale affectent le prix de tous les biens et services de la dite économie nationale.
Par exemple, quand les taux d'intérêt hypothécaires au Canada sont passés d'environ 10% vers la fin du siècle dernier à moins de 2% vers 2015, au cours de cette période de moins de 20 ans, le prix du marché immobilier et les indices boursiers canadiens ont grimpé vertigineusement. Cependant, si les taux d'intérêt hypothécaires canadiens remontaient à 10% dans un même laps de temps ou même plus court, les prix de l'immobilier et les indices boursiers canadiens retourneraient probablement à des niveaux similaires à ce qu'ils étaient vers la fin des années 90. On parlerait alors d'un effondrement du marché immobilier et boursier, entre autres. Que comprendre des fluctuations du niveau des taux d'intérêt? Les biens et services d'une économie ont une valeur intrinsèque basée sur de multiples facteurs. Utilité, rareté, durée, rentabilité, possibilité de substitution. Tandis que leur prix varie selon divers facteurs, niveau des taux d'intérêt, spéculation, masse monétaire, etc. On comprend que les fluctuations dans le niveau des taux d'intérêt et de la quantité de monnaie en circulation dans une économie sont susceptibles de faire modifier considérablement les prix des biens et services, particulièrement les biens ayant une grande utilité et une très longue durée de vie, l'immobilier et les entreprises en particulier. Donc, si les prix des investissements varient dans le temps à la hausse et à la baisse, il y a une réalité dont personne n'échappe. Quand les taux d'intérêt baissent beaucoup, les prix des actifs à long terme ont tendance à monter vertigineusement. Cela se traduit par des montants dus en hypothèque beaucoup plus élevés pour la population en général, la classe moyenne particulièrement, qui ont souvent emprunté pour des périodes de 30 ans et parfois plus longtemps dans les faits pour acquérir des biens immobiliers au prix gonflé artificiellement. Et que se produit-il après que les taux d'intérêt aient beaucoup baissé et qu'ils remontent considérablement? Les prix de l'immobilier et des indices boursiers chutent de manière importante. Ce qui ne change pas dans ces circonstances, le solde dû sur les hypothèques qui parfois surpassent les nouveaux prix de la propriété hypothéquée pendant que le service annuel de la dette risque de croître lors du prochain renouvellement du prêt hypothécaire. Qui sont les plus susceptibles d'écoper le plus de ces cycles de montagnes russes du niveau des taux d'intérêt? Les ménages de la classe moyenne ayant fait l'acquisition de propriétés immobilières et dont le prêt hypothécaire représente 75% et plus du prix payé pour la dite propriété. Qui sont les plus susceptibles de tirer avantage de ces mêmes cycles? Les personnes qui contrôlent les banques, car les banques tendent à reprendre les propriétés immobilières hypothéquées dans le pire des cas, tandis que certains autres propriétaires vendent leurs propriétés parfois à perte pour rembourser leurs prêts hypothécaires quand ils ont l'incapacité d'assurer la hausse du service de la dette lors des renouvellements de leurs prêts hypothécaires. Dans le meilleur des cas, les ménages qui en ont la capacité financière devront continuer de rembourser leurs prêts hypothécaires selon un taux d'intérêt plus élevé que le taux d'intérêt initial, pendant que le prix de leur propriété aura baissé. Il arrive que les banques ne réussissent pas à récupérer l'entièreté du solde dû qui est garanti par l'hypothèque sur une propriété. Les banques réclament à la Société canadienne d'hypothèques et de logement, SCHL, un organisme du gouvernement fédéral du Canada, qui agit comme assureur hypothécaire auprès des institutions financières canadiennes, qui épongera la majorité de la perte des banques, qui assurent une proportion élevée des prêts hypothécaires résidentiels qu'elles consentent aux particuliers. Mais attention, la perte de la banque n'est généralement qu'un faible pourcentage du solde qui lui est dû par l'emprunteur sur un montant initialement prêté qui provient d'une création monétaire tirée du néant, tandis que la mise de fonds de l'emprunteur, qui est de la monnaie qui a été épargnée après impôt, est perdue en tout ou en partie par l'emprunteur et le reste de la perte est aux frais des contribuables canadiens par l'entremise de la SCHL lorsque le dit prêt était assuré par la SCHL. Le système bancaire au Canada est l'un des plus concentrés au monde. Les 6 plus grandes banques canadiennes, à la fin de 2022,
détenait 93% de tous les actifs bancaires au Canada, la même proportion qu'il y a 10 ans et la même que celle d'il y a 20 ans. Pour assurer le sentiment de confiance des épargnants canadiens, le gouvernement canadien a créé une société pour garantir les dépôts des Canadiens dans les banques canadiennes à charte fédérale. La Société d'assurance dépôt du Canada, la SADC, garantit des dépôts des Canadiens jusqu'à concurrence de 100 000 canadiens par type de dépôt, par déposant, par banque. La SADC perçoit un pourcentage des dépôts assurés directement des banques. À la fin de 2022, les dépôts bancaires au Canada totalisaient environ 7 000 milliards de dollars canadiens. La SADC, à titre de compagnie d'assurance des dits dépôts, disposait de placements qui totalisaient 8,1 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2023, dont un avoir propre de 6 milliards de dollars, soit un taux de couverture moyen de 0,09% du total de ses dépôts par rapport à son avoir propre, ou l'équivalent de 9 cents pour garantir 100 dollars en moyenne. Les deux plus petites banques canadiennes ont des dépôts combinés totalisant 60 milliards de dollars canadiens au second trimestre de 2023 pour un taux de couverture de 10%, soit 10 dollars pour garantir 100 dollars et évidemment sans compter les dépôts dans toutes les autres banques. La compagnie d'assurance SADC est l'équivalent d'un nain garantissant les épargnes des Canadiens auprès de géants. On comprend pourquoi la SADC a une campagne de publicité de 7,1 millions de dollars pour 2023 afin de faire savoir aux Canadiens que leurs dépôts sont en sécurité. Bien sûr, la SADC est une création du gouvernement fédéral canadien et pourrait bénéficier d'une injection massive de fonds par le gouvernement canadien que ce dernier aurait emprunté auprès de la Banque centrale du Canada et que cette dernière aurait créé du néant. N'oublions pas qu'une banque, aussi grande soit-elle, peut être vulnérable si une partie relativement importante de sa clientèle se ruait en même temps pour retirer toutes leurs sommes en dépôt dans celle-ci. Finalement, quels intérêts sert le plus la SADC? La sécurité des dépôts des épargnants canadiens ou les individus qui contrôlent les banques commerciales et centrales? À quoi ressemblent les bobettes de l'autre assureur du gouvernement fédéral canadien, la SCHL, qui aide les Canadiens à emprunter pour se loger et rassure les marchés financiers en assurant les créances hypothécaires des banques et celles qui sont revendues par la suite sur les marchés financiers mondiaux? À la fin de 2023, la SCHL avait assuré des prêts hypothécaires pour 414 milliards de dollars canadiens et cautionné pour 508 milliards de dollars canadiens de créances hypothécaires revendues à des investisseurs sur les marchés financiers mondiaux. Pour assurer et rassurer tout ce beau monde, la SCHL disposait de liquidités et placements à court terme totalisant 26 milliards de dollars canadiens pour un avoir net de 12,6 milliards de dollars canadiens, soit un ratio de couverture par rapport à son avoir net de 1,37$ pour garantir 100$. Là encore, un nain jouant dans la cour des géants. Donc, les personnes qui contrôlent les banques s'enrichissent systématiquement, un peu comme un propriétaire d'un gigantesque casino, aux dépens de leurs clients, l'ensemble de la population en général. Toute l'industrie financière repose sur de l'argent créé à partir de l'air. Ce ne serait guère surprenant de découvrir que les piranhas de la finance, qui contrôlent le système monétaire mondial, fuient les dettes et cherchent à échanger leur monnaie, qui prennent de plus en plus la forme de bits dans un ordinateur et de multiples écrans remplis de chiffres, contre des actifs réels, des terres, des immeubles et autres biens tangibles générant des revenus. Le modèle d'affaires des piranhas de la finance est unique et simple. Ils orientent les intérêts des hauts dirigeants, entreprises ou gouvernements,
dans la même direction que leurs propres intérêts personnels, avec rémunération incitative très alléchante et la menace de perdre tous ces avantages si les objectifs fixés ne sont pas atteints. Au Canada, les gouvernements font des lois et nomment le gouverneur de la Banque du Canada. Est-ce étonnant que les mesures adoptées par les banques centrales et les lois adoptées par les gouvernements ont très fortement tendance à enrichir la frange infime de la population la plus fortunée et à défavoriser la très grande masse du restant de la population? Faut-il davantage s'étonner de voir les écarts de revenus et de richesse s'accroître et la frange de la population formant la classe moyenne s'effriter au fil des années? Ce qui nous ramène à notre question fascinante que nous avions laissée temporairement en suspens. Qu'est-ce qui attire ou pousse les gens à la pauvreté? L'ultra-richesse ne se produit pas spontanément, ni par hasard. L'ultra-pauvreté n'arrive pas spontanément, ni par hasard non plus. Il ne s'agit aucunement de deux phénomènes indépendants, mais plutôt les deux faces d'une même médaille. En conclusion, ne vous inquiétez pas, on ne devient pas ultra-pauvre du jour au lendemain. Il s'agit d'un lent et long processus qui s'amorce en arrêtant d'avancer économiquement et en commençant à reculer. Vous seriez surpris d'apprendre que certains individus travaillent sans relâche dans ce sens, pas à devenir pauvres, mais à devenir encore plus riches, et ce, de la manière la plus rapide imaginable. À chaque fois qu'un tel individu vorace réussit, il y a des millions de personnes qui reculent économiquement. Serait-ce l'explication pourquoi l'augmentation des organismes de charité et des banques alimentaires au Canada et ailleurs dans le monde ne parviennent pas à réduire la pauvreté ici comme ailleurs? Oui, la pauvreté est fabriquée par certains humains. Deux devinettes rapides. Quel est l'outil le plus rapide d'appauvrissement? Quel est l'outil le plus rapide d'enrichissement? La même réponse unique aux deux questions, la guerre. Puisqu'il s'agit de deux devinettes, je vous laisse deviner qui s'appauvrissent et qui s'enrichissent lors de toute guerre. Nous avons sommairement entrevu comment l'enrichissement d'une infime minorité d'individus s'effectue pendant que la quasi-totalité du reste de l'humanité s'appauvrit. Mais qui donc crée la pauvreté? Pourquoi? Y aurait-il une autre raison que l'appât du gain? En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu, et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule Pépite numéro A7 sur 9, tome 1, l'humanité déshumanisée, le contexte techno-médiatique. Tourlou.